le sud-ouest de la France, la Dordogne traverse un territoire aux atouts multiples où les falaises calcaires côtoient les villages médiévaux. La rivière a donné son nom à un département situé sur la région historique du Périgord. Au fil des siècles, cette dernière a attiré des personnalités de tous horizons et vu se succéder de multiples batailles. Une histoire riche et complexe, à l'image du patrimoine architectural qui subsiste aujourd'hui sur ces terres. Le Périgord, la Dordogne en général, présente une grande concentration de châteaux. Il n'y a pas eu de raison de les détruire particulièrement, notamment parce que la région n'est pas un grand centre économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de démolir les châteaux pour se servir des pierres. Ensuite, ces châteaux ont été utilisés, réutilisés, jusqu'à aujourd'hui où ils servent pour le tourisme, pour expliquer aux gens ce qu'a pu être le passé, l'histoire de France en général, vue à travers le prisme du Périgord. Forteresse médiévale ou luxueuse demeure Renaissance, les châteaux qui bordent la Dordogne ont accueilli des chevaliers, de célèbres humanistes et même des stars du music-hall. Ils sont solidement ancrés dans le paysage du Périgord et nous invitent à découvrir son histoire. Au cœur du Périgord noir, le château de Comarque domine la vallée de la Grande Beune du haut de sa falaise. Dans ce site habité depuis des millénaires, les époques se superposent pour offrir un témoignage unique sur l'histoire de l'humanité. Ce qui fait l'originalité quand même de ce site, c'est qu'il y a toute l'histoire de l'homme qui se dévoile comme un livre d'histoire. Et les gens qui viennent ici ont le sentiment de cette présence, de cette aventure qui se dévoile à eux. Pour raconter l'histoire de ce lieu, il faut remonter bien avant l'ère des chevaliers et des châteaux forts. Le Périgord est célèbre pour la richesse de ses sites préhistoriques et la falaise de Comarque a été investie plusieurs millénaires avant la construction de sa forteresse. À quelques mètres sous cette dernière, des traces de ses premières activités humaines subsistent au sein d'une grotte ornée, découverte en 1915. La plupart des gravures préhistoriques, des sculptures, sont dans des abris. Et là, c'est dans une grotte profonde où il y a toutes ces représentations qui sont dédiées à la féminité. Il y a beaucoup de représentations sexuelles féminines, de chevaux également, d'animaux différents, dont un très grand cheval, grandeur nature, en haut relief, considéré comme la plus belle représentation de l'art pariétal. Une des raisons qui ont permis de trouver énormément de témoignages préhistoriques, c'est la géographie de la région. La géologie, on est sur une région calcaire où il y a beaucoup d'abris sous roche et beaucoup de grottes. Donc ces abris sous roche, ces grottes ont été utilisées depuis les temps préhistoriques. Et au fur et à mesure du temps, donc ils ont été aménagés, ce qui a donné des habitats troglodytiques, c'est-à-dire c'est des habitats donc, sous roche qui sont creusés à partir de cavités naturelles sous terre. Au début du Moyen Âge, les habitants de la vallée aménagent des cluseaux, une forme particulière d'habitat troglodytique dont la fonction est surtout défensive. Ils permettent de surveiller les alentours et constituent des refuges idéaux en cas d'attaque. Les hommes font corps avec leur milieu et travaillent la roche pour améliorer le confort de ces abris.
Certains sont particulièrement vastes et permettent même d'accueillir le bétail. Il faut attendre le XIIe siècle pour qu'un premier édifice apparaisse au sommet de la falaise. À cette époque, la vallée de la Grande Beune se trouve au croisement de deux routes commerciales importantes, la route de Périgueux à Cahors et celle de Brive à Bergerac. Elle fait également office de frontière entre les terres du comté de Montignac et celle de l'abbaye bénédictine de Sarlat. L'abbé de Sarlat, qui est le chef du monastère de Sarlat, est aussi donc le seigneur temporel sur les terres qui sont autour de l'abbaye, va naturellement chercher à préserver, ou tout au moins à développer l'activité économique donc, dans sa seigneurie. Et c'est dans ce cadre, pour assurer la protection d'axes commerciaux menant ou intéressant la ville, qu'il va faire construire donc, la tour de Comarque, qui protège deux grandes routes commerciales. Et la tour de Comarque, donc, pour la protéger, il faut la garnir avec quelqu'un, il va nommer un chevalier, et ce chevalier, en échange de son travail de garde donc de la tour et d'assurer la sécurité alentour, va percevoir des péages, des taxes sur les paysans donc, qui travaillent dans l'étendue de cette nouvelle petite seigneurie constituée par la tour de Comarque. La falaise se garnit peu à peu de bâtiments qui forment un castrum, un petit village fortifié. On y trouve un donjon de pierre, quelques maisons nobles, mais aussi un four banal où les paysans peuvent faire cuire leur pain en échange d'un impôt, ainsi qu'une chapelle. Dans un premier temps, le domaine est gouverné par les seigneurs de Comarque. Mais diverses ventes et donations entraînent l'implantation d'autres familles sur le site. Au XIIIe siècle, la maison de Bénac acquiert le donjon, la partie principale, tandis que les Comarques conservent une maison noble. Et comme si la situation n'était pas suffisamment compliquée, d'autres lignages voisins s'installent peu à peu dans la partie basse du castrum. Celui-ci devient ce qu'on appelle une coseigneurie. Une coseigneurie, c'est une seigneurie qui appartient à plusieurs personnes, à plusieurs familles nobles. Les droits de chacun sont négociés, qui perçoit quelle partie de la seigneurie. Alors la seigneurie, ça va être des revenus de l'activité agricole, de l'activité économique, mais aussi des revenus de la justice, qui rend la justice, tout ce genre de choses. C'est quelque chose qui est assez large. Ces revenus sont partagés entre différents seigneurs. Les Bénac et les Comarques s'imposent comme les deux lignages dominants, et leur lutte d'influence a laissé des traces dans la pierre. Le donjon se divise en deux parties bien distinctes, l'une romane, construite par les Comarques, et l'autre gothique, œuvre des Bénac. Ces rivalités ne durent qu'un temps. Affaiblie par les guerres médiévales, la guerre de Cent Ans notamment, la forteresse est finalement désertée par ses possesseurs, qui lui préfèrent des demeures plus modernes et confortables. À partir du XVIe siècle, elle entre dans un long sommeil, au cours duquel la nature reprend ses droits. Ce n'est que plusieurs siècles après son abandon que le château finit par surgir de l'oubli. Cette renaissance inespérée est l'œuvre d'Hubert de Comarque, descendant des premiers seigneurs du lieu. Quand j'ai retrouvé ce site il y a 50 ans, un peu plus, je n'ai pas pu supporter d'imaginer qu'il allait disparaître. Il y avait des béances partout. Le site était prêt à s'écrouler à tout jamais. Je m'y suis attaqué, j'étais adolescent, je ne sais plus quel âge j'avais, mais autour de 20 ans. J'ai pu le réapproprier. Il était sorti de la famille depuis quelques générations. Et donc, j'ai pu le racheter et attaquer son sauvetage. Passion et détermination font parfois des miracles. Les vieux édifices de pierre émergent peu à peu de la forêt
tandis que des fouilles archéologiques sont menées pour percer les secrets qu'il renferme. Mais comprendre l'histoire du château n'est pas le seul objectif d'Hubert de Comarque, qui veut aussi réparer les dégâts du temps et lui rendre une partie de sa splendeur d'autrefois. Il faut consolider les bâtiments survivants pour éviter qu'ils ne s'effondrent, reconstruire les niveaux perdus du donjon ou la toiture effondrée du four banal. Tout cela en utilisant les matériaux du site et les techniques de l'époque afin de préserver l'authenticité de la forteresse. L'ampleur de la tâche est titanesque. Durant plusieurs décennies, les programmes de fouilles, de dégagement et de restauration s'enchaînent en parallèle à un rythme effréné. C'est une aventure qui n'a pas toujours été facile d'ailleurs, parce que ce sont beaucoup de contraintes. Quand on attaque une œuvre de cette nature, on n'a pas conscience forcément des tâches qui nous attendent. Il faut s'attaquer simplement à dégager et progressivement à dévoiler et à consolider les choses. Maintenant, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui prennent le relais et avec enthousiasme et s'investissent beaucoup. Depuis qu'on est tout petit, on a toujours connu voilà, le château, Comarque. Au début, bon, on voyait les pierres, voilà, on se disait tiens, papa va soulever ou bouger des pierres ou reconstruire quelque chose, mais au fur et à mesure du temps, on a compris les enjeux. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il faut avoir ça chevillé et être bien harnaché et y aller, voilà. Grâce aux efforts déployés pour le sauver, le site a reçu des distinctions prestigieuses. Le premier prix Chef-d'œuvre en péril en 1987, puis le grand trophée de la plus belle restauration de France en 2018. Mais le travail est loin d'être terminé. On estime que plus de la moitié du site reste encore à découvrir. L'un des objectifs de la famille de Comarque est de mettre en valeur ce travail scientifique en proposant des ateliers pour partager les connaissances acquises avec le public et lui permettre d'apprécier pleinement la richesse du lieu. On n'est que des passeurs finalement. Les pierres et tout le bâti va rester. Nous, on est des passeurs, on essaie de transmettre et de raconter une belle histoire. Nous essayons de vraiment conserver cette authenticité et toutes les animations qui sont développées ou toutes les médiations doivent l'être constamment en relation avec le lieu. Il y a une magie du lieu, si vous voulez. Les gens le ressentent dès qu'ils arrivent ici. C'est un vortex très important. Il y a une force spirituelle qui est émanante et donc on tient à ce que cette magie perdure. Le sauvetage de Comarque rappelle l'importance du travail de réhabilitation mené dans de nombreux sites historiques. À une vingtaine de kilomètres se trouve le château de Castelnau, l'un des monuments les plus emblématiques du Périgord. Cette imposante forteresse médiévale doit elle aussi beaucoup aux travaux de restauration entrepris par ses propriétaires, la famille Rossillon, à partir des années 70. Castelnau a toutefois moins souffert des ravages du temps que certains de ses contemporains. L'édifice présente un état de conservation exceptionnel qui a de quoi surprendre lorsqu'on connaît son histoire. Au Moyen Âge, il a été en effet le théâtre de maints conflits en raison de sa position stratégique. Le château de Castelnau a été construit vers le milieu du XIIe siècle par les seigneurs du lieu, qui étaient vraisemblablement donc les seigneurs de Casnac. Il a été construit donc en haut d'une position favorable pour la défense, étant donné qu'en haut d'un éperon rocheux avec une falaise qui protège d'un côté. Et il est construit à un endroit qui est aussi économiquement intéressant, étant donné qu'il est construit en bordure de la vallée de la Dordogne, donc un axe économique majeur,
au confluent donc, de la vallée du Séou, qui est un axe économique secondaire, mais c'est néanmoins intéressant de se retrouver à cet endroit-là. Cet emplacement idéal est à double tranchant. Il permet à la forteresse de s'imposer comme l'une des plus puissantes places fortes du Périgord, mais en fait également une cible privilégiée lors des nombreux conflits qui frappent le territoire au Moyen Âge. Le château de Castelnau traverse des heures sombres dès le XIIIe siècle, lors de la croisade des Albigeois. Cette dernière est proclamée par l'Église catholique pour éradiquer un mouvement religieux dissident, le catharisme. Or, le sire de Castelnau, Bernard de Casnac, est un adepte de la foi cathare et s'attire les foudres des autorités chrétiennes. Bernard de Casnac et sa femme Alix sont un petit peu les Bonnie and Clyde de la région, dans le sens où l'Église va les accuser des pires maux. Alors, donc, ils tuent les gens sans raison, ils rançonnent les prêtres, mais aussi les innocents. Tout un tas de choses absolument innommables, mais en fait, on sait très bien que c'est de la propagande. Ces accusations permettent de justifier l'intervention du terrible Simon de Montfort, chef de la croisade, qui s'empare de la forteresse en 1214. Condamné pour les croyances de ses seigneurs, le premier château de Castelnau est brûlé. Il est rebâti quelques années plus tard, mais les épreuves ne font que commencer. En 1337, les tensions entre les royaumes de France et d'Angleterre, nées de querelles dynastiques et d'ambitions territoriales, atteignent leur paroxysme. La guerre de Cent Ans éclate. Au cours de ce long conflit entrecoupé de trêves, le Périgord est pris en tenaille entre les deux camps. Les alliances se font et se défont, dictées par les intérêts des seigneurs. Le château de Castelnau, pendant 100 ans, est du côté anglais. Alors que le château de Bénac, qui est juste en face de nous, reste fidèle à la bannière française. Donc pendant plus de 100 ans, la rivalité qui était politique entre ces deux sites va devenir militaire. Entre Castelnau l'anglais et Bénac le français, la Dordogne fait office de frontière. Du haut de leurs falaises respectives, les deux rivaux se toisent, se surveillent et parfois s'affrontent. Au cours de la guerre de Cent Ans, le château de Castelnau change une dizaine de fois de camp. En 1442, le roi de France, Charles VII, ordonne un énième siège, bien décidé à l'emporter définitivement. 6 barons de la région sont chargés d'organiser l'attaque et une troupe de plusieurs centaines d'hommes se masse bientôt devant les murailles de la forteresse. Le capitaine tenant la place finit par capituler au bout de 3 semaines. De nos jours, lorsqu'on évoque un siège médiéval, on imagine une fracassante bataille et des soldats rivalisant d'héroïsme pour assurer la victoire de leur camp. En réalité, les chefs de guerre pouvaient se montrer très pragmatiques. Un siège, c'est avant tout une opération qu'on va calculer économiquement. Pour l'assiégeant, c'est combien de temps va durer le siège et combien est-ce que cela va me coûter. À partir de là, ces gens-là, suivant leurs intérêts, vont tomber d'accord sur une somme. La prise de Castelnau n'est pas un cas isolé et les défaites s'accumulent pour les Anglais. En 1453, ils sont finalement contraints de quitter le royaume de France. La guerre de Cent Ans est terminée. Pour les seigneurs de Castelnau, il est temps de reconstruire le château abîmé par les batailles. Ils en profitent pour moderniser l'édifice et surtout améliorer ses défenses. La forteresse offre ainsi un formidable témoignage sur l'art de la fortification au Moyen Âge. Le système défensif du château de Castelnau, tel qu'il était au XVe siècle, est un parfait exemple en fait, de la fortification militaire médiévale.
il nous permet de comprendre ce que l'on appelle la défense en profondeur. C'est-à-dire, plus on avance profondément dans le cœur du château, plus c'est compliqué. Les défenses suivent l'évolution des techniques de guerre. Le développement des premières armes à feu entraîne l'apparition de canonnières et en 1520, une imposante tour d'artillerie est construite. Ces améliorations permettent au château de Castelnau d'affronter sereinement les nouveaux conflits. Mais il présente aussi quelques inconvénients. Il reste malgré tout un château militaire, un château de défense, donc inconfortable. Il y fait froid, c'est humide. Et à la fin du XVe siècle, les gens aspirent à un autre confort, un autre luxe, une vision peut-être moins militaire de leurs habitations. Et donc les seigneurs de Caumont vont non pas abandonner Castelnau, mais Castelnau ne sera plus de résidence. Le site est peu à peu délaissé et il faut attendre le XXe siècle pour qu'il renoue avec son ancien prestige. Aujourd'hui restauré, le château de Castelnau accueille divers aménagements qui dressent un panorama de la vie au Moyen-Âge. On y trouve notamment un jardin d'inspiration médiévale, construit en croix sur le modèle des jardins de monastères. À l'intérieur du bâtiment, une grande peinture recouvre les murs de la salle du carrefour sur environ 60 mètres carrés. Réalisée par des plasticiens avec les techniques de l'époque, elle représente le cycle des 9 preux. Ce thème, très en vogue chez la noblesse du XVe siècle, met en scène de grands héros incarnant l'idéal de la chevalerie. Mais la principale thématique abordée à Castelnau est en lien direct avec le passé militaire du château. Depuis 1985, la forteresse abrite un musée de la guerre au Moyen Âge. C'est à l'extérieur que se trouve l'attraction principale. Des reconstitutions de machines de guerre grandeur nature. L'équipe de Castelnau s'est notamment lancé un défi de taille. Construire et faire fonctionner un trébuchet, ce qui n'avait pas été fait depuis le Moyen Âge. Le trébuchet reconstitué ici en 1987 a exigé en fait la compétence non seulement d'un charpentier, mais aussi de retrouver des archives historiques d'architectes du Moyen Âge. Ces dessins d'architectes sont symboliques, donc il faut traduire ce que nous dit le symbole. Et ces symboles nous racontent et nous rapportent des rapports géométriques qu'il faut comprendre pour pouvoir reconstituer ces machines. Grâce à sa force de propulsion, le trébuchet est efficace pour faire des brèches dans les murailles d'une forteresse. D'autres machines présentes à Castelnau servent au contraire à défendre le château en repoussant les assaillants. Voici la reconstitution d'une perrière, une machine de jet du XIIe siècle. Le système de fonctionnement est très simple puisqu'il suffit de tirer sur des cordes pour la mettre en mouvement. Son moteur, c'est la force musculaire des hommes ou des femmes qui viennent tirer sur ces cordes pour propulser des pierres allant de 10 à 30 kg jusqu'à une cinquantaine de mètres, en moyenne bien sûr. Ce sont surtout des engins que l'on retrouve sur des hauteurs pour pouvoir envoyer des pierres sur la tête des assaillants. Avec une équipe bien entraînée, ici pour tirer, là-bas pour positionner la pierre dans la poche en cuir, on peut envoyer entre 3 et 4 pierres à la minute, ce qui est une cadence de tir qui est assez phénoménale.
Une chose est sûre, l'histoire de Castelnau est indissociable des guerres qui ont frappé le Périgord. À l'inverse, d'autres châteaux de la région ont été relativement épargnés car leurs seigneurs ont tout fait pour les préserver des conflits. À la frontière de la Gironde, les falaises calcaires du Périgord noir laissent place à des vignes et des vergers à perte de vue. Bâti au XIVe siècle, le château de Montaigne a donné son nom à un célèbre humaniste de la Renaissance qui a ouvert la voie de la philosophie française. Le nom de Montaigne vient du nom de la propriété, puisque Montaigne s'appelait Michel Eyquem de Montaigne, et Montaigne, c'est le lieu. Alors pourquoi Montaigne? Parce que c'est comme sur un petit mont. Alors le château de Montaigne, historiquement, appartenait à son grand-père, donc il était déjà dans la famille de Montaigne depuis plusieurs générations. Il était beaucoup plus petit que le château actuel, c'était plus une gentilhommière. Michel Eyquem naît donc sur ces terres en 1532. Son père accorde une grande importance à son éducation. Le jeune garçon est réveillé chaque matin en musique, apprend à parler un latin impeccable et se voit confronté à la vie humble que mènent les gens de basse condition. Un apprentissage de la simplicité et de la compassion qui aura une influence déterminante sur les idées du futur philosophe. En 1568, ce dernier hérite du domaine et du titre de seigneur de Montaigne. Abandonnant la charge de magistrat qu'il occupe alors au Parlement de Bordeaux, le jeune homme se retire bientôt sur ses terres pour se consacrer à leur administration et à l'œuvre de sa vie, les essais. Cet impressionnant recueil de réflexions sur une multitude de sujets, art, médecine ou nature humaine, dévoile l'érudition et l'ouverture d'esprit de son auteur. Fruit d'un dur labeur de près de 20 ans, ce texte traversera les siècles et offrira à Michel de Montaigne sa place dans la mémoire collective. Dans son château, le célèbre écrivain cherche la sagesse dans la solitude. Il ne fréquente que peu l'édifice principal et lui préfère une petite tour de 3 étages qui devient son refuge. Alors Montaigne, en fait, lui vivait, malgré le fait qu'il avait tout son château, aimait bien s'isoler dans sa tour pour pouvoir écrire ses essais, être tranquille. Donc en fait, il avait sa tour dans laquelle il vivait, il y avait la tour de Madame, donc la tour de sa femme, qui était à l'opposé de sa tour, et dans le château, il n'y avait que les serviteurs et ses enfants. Ici, nous sommes dans ce qui s'appelle la librairie, donc c'est ici qu'il écrivait ses essais. La particularité de cette pièce, c'est que Montaigne avait fait inscrire sur les poutres des sentences en grec et en latin, puisqu'il parlait couramment le grec et le latin, et il s'en inspirait pour écrire ses essais. Donc il marchait dans la pièce, lisait ses sentences, s'en inspirait. Et de même, le fauteuil qui a été retrouvé dans la tour de Montaigne, donc qui est le fauteuil de Montaigne, qui a un dossier incliné, ce qui paraît un peu étrange pour écrire et pas très pratique pour écrire à un bureau, mais en fait, ça lui permettait de s'allonger et de lire sur son plafond, comme un livre ouvert, ces fameuses sentences grecques et latines. Si le décor de la librairie n'a guère changé au fil des siècles, la quasi-totalité du mobilier a aujourd'hui disparu. Au XVIe siècle, la pièce favorite de Montaigne affiche une autre allure. Le philosophe aime aiguiser son esprit par ses lectures et des rayonnages de livres habillent les murs de son sanctuaire. Certains ouvrages lui ont été légués par Étienne de la Boétie, célèbre auteur du Discours de la servitude volontaire. Les deux hommes se sont côtoyés durant 5 ans et ont noué une amitié passionnelle et légendaire que seule la mort est parvenue à briser.
Montaigne dédie sa librairie à ce compagnon disparu et célèbre leur relation dans ses essais avec une formule devenue mythique. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Du haut de sa tour, Montaigne dispose d'une vue stratégique sur ses terres et sur les abords de son château. Car s'il donne l'image d'un érudit solitaire, il est aussi un seigneur impliqué, tant dans les affaires de son domaine que dans la politique du royaume. 2 fois maire de Bordeaux, Michel de Montaigne a l'oreille des puissants, entre lesquels il joue parfois les négociateurs. L'humaniste qu'il est embrasse ce rôle pour dénoncer la cruauté de son époque, marquée par l'épreuve sanglante des guerres de religion. Michel de Montaigne est catholique, néanmoins il a des membres de sa famille, notamment des frères et sœurs, qui eux sont protestants. On sait qu'il va se battre pendant 2 ou 3 ans, sans doute du côté catholique, on n'en sait pas plus. Et ensuite, surtout, il va se distinguer. Comme il est diplomate, il va être utilisé dans énormément d'assemblées, de réunions entre catholiques et protestants d'un côté, pour essayer de trouver des accords, faire cesser les violences. Montaigne a la violence en horreur, ce qu'il en a vu, a priori, l'a un petit peu révulsé. Donc il va énormément agir au niveau donc, des négociations pour essayer de parvenir à la paix. Durant ces négociations, il va devenir un ami d'un protestant, donc Henri de Navarre, le futur roi Henri IV. Montaigne s'attire l'estime d'Henri de Navarre, qui voit en lui un sage conseiller. Le philosophe le reçoit même chez lui, l'emmène chasser sur ses terres et lui offre gîte et couvert. En cette période troublée, alors que massacres et trahisons se succèdent, le futur Henri IV se rend en toute confiance au château de Montaigne. Donc ici, vous avez la fameuse cheminée, où il y a les sentences de Montaigne, où il parle donc de la venue du roi de Navarre qui vient le voir pendant 2 jours, qui est resté donc à Montaigne, servi par les serviteurs de Montaigne. Et une des parties de cette sentence qui est intéressante, c'est celle-ci. Il n'y souffrit ni essied ni couvert. Donc ça veut dire en fait que le roi avait confiance dans Montaigne. Il pouvait manger, dîner et déjeuner sans que ses goûteurs ne goûtent avant la nourriture. Donc ce qui veut dire que Montaigne ne risquait pas de l'empoisonner. Montaigne ouvre ses portes tant aux protestants qu'aux catholiques. Si sa neutralité lui vaut parfois certaines critiques, elle permet à son château de traverser les guerres de religion sans trop de dommages. Tandis que les affrontements se poursuivent, le philosophe se concentre sur ses écrits et ses réflexions. Mais sa santé décline et l'oblige bientôt à délaisser sa chère librairie pour une chambre située au 2e étage de sa tour. C'est là qu'il passe les 2 dernières années de sa vie, alité, le corps vaincu par la maladie. Le 13 septembre 1592, Michel de Montaigne s'éteint dans son château. Il aura marqué son temps par sa compréhension profonde de la nature humaine et restera dans les mémoires comme l'un des plus grands penseurs de la Renaissance. La tour de Montaigne est l'un des rares vestiges de l'ancien château du XVIe siècle. L'édifice principal a été rebâti dans un style néo-renaissance et la famille Malherbe est désormais la gardienne du domaine. Le château est dans ma famille depuis 9 générations maintenant. Donc c'est mon ancêtre Pierre Magne, qui était le ministre des Finances de Napoléon III, qui a racheté le château à la famille de Montaigne. Il était périgourdin, fan de Montaigne. Magne et Montaigne, c'était la même initiale. D'ailleurs, sur le château, il y a Pierre Magne PM et puis il y a du M de Montaigne un peu partout. Si ce bâtiment n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'a connu Montaigne, son aura y est toujours présente
et ses propriétaires s'emploient à entretenir le souvenir de celui qui a tant marqué les lieux. Au rez-de-chaussée, la magnifique bibliothèque rappelle aux visiteurs la librairie du philosophe qui veille sur cette pièce du haut de son portrait. À l'image du château de Montaigne, certains édifices sont à jamais liés aux personnalités qui y ont vécu. C'est le cas du château des Milandes en Périgord noir. Sa construction débute en 1489, lorsque François de Caumont, seigneur de Castelnau, décide de faire bâtir une nouvelle résidence pour son épouse. Un château entre Moyen-Âge et Renaissance, où les gargouilles de pierre côtoient les vitraux colorés. Ce n'est toutefois pas à ses premiers seigneurs que le domaine des Milandes doit aujourd'hui sa renommée. Ce que l'on retient souvent, en ce qui concerne le château des Milandes, c'est sa propriétaire sans doute la plus prestigieuse, c'est Joséphine Baker, qui est venue s'installer ici donc, à la fin des années 30. Joséphine Baker, un nom pour 1000 vies. Meneuse de revue, véritable légende du music-hall, elle fut aussi une résistante française, une militante pour les droits civiques et une mère aimante. Son histoire fascine les visiteurs du château des Milandes. Pourtant, rien ne prédestinait cet incroyable artiste à connaître un tel rayonnement en Périgord. Joséphine naît en 1906 dans le Missouri, au cœur d'une Amérique ségrégationniste gangrénée par le racisme. Issue d'un milieu pauvre, Joséphine vit une enfance difficile à laquelle elle échappe grâce à sa passion pour la danse. Cette dernière la propulse vers une carrière artistique, d'abord aux États-Unis, puis à Paris, où elle conquiert rapidement le public français grâce à ses multiples talents. Tour à tour danseuse, chanteuse, clown ou séductrice, Joséphine Baker se taille une place d'icône dans cette société coloniale où les préjugés ont la dent dure. La vie qu'elle mène dans le Paris des années folles est exaltante, et c'est presque par hasard qu'elle découvre le château des Milandes. Loin des paillettes et de l'agitation de la capitale, Joséphine s'éprend du Périgord et de ce domaine qu'elle décide de louer en 1938. Elle va avoir un coup de cœur hallucinant pour ce château. Elle quitte le Paris un peu incroyable et extraordinaire pour venir ici se reposer aux Milandes, en plein Périgord noir. Il faut savoir qu'il n'y a pas grand monde à ce moment-là. Le Périgord n'est pas connu, Sarlat n'est pas restauré. Et elle sent pourtant que cet endroit a quelque chose de magique et qu'il y a un patrimoine considérable. Et pour elle, ce patrimoine, il y a quelque chose à faire avec ça. Dès lors, Joséphine Baker habite par intermittence aux Milandes, tout en poursuivant sa carrière. Mais l'histoire s'immisce bientôt dans son quotidien, alors que la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939. N'écoutant que son courage et ses convictions, la jeune femme s'engage dans la résistance. Voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker. Elle œuvre pour la Croix-Rouge, donne des concerts pour les troupes alliées et met à profit sa célébrité pour jouer les espionnes. Joséphine a toutefois ses limites. Elle refuse catégoriquement de chanter pour les nazis à Paris et retourne en Périgord se mettre au vert et se faire oublier. Du moins en apparence. Son château des Milandes se trouve en zone libre, tout près de la ligne de démarcation tracée par les Allemands. Une position idéale pour en faire un haut lieu de la résistance. Elle cache des armes, elle va cacher des messages codés aussi dans des partitions de musique, et elle cache des amis, elle cache des réfugiés juifs. On sait que les Allemands sont venus à la porte du château, ils ont frappé, elle les a reçus, et comme elle est une excellente comédienne, il n'imagine à aucun moment que Joséphine Baker est une honorable correspondante pour la résistance française.
Joséphine poursuit ses activités de résistante jusqu'à la fin du conflit. Son engagement inconditionnel lui vaudra de nombreuses décorations, exposées aujourd'hui au château des Milandes. Après la guerre, ce dernier prend une place encore plus importante dans sa vie. Sous d'autres cieux, le château des Mirandes, que l'on dirait sorti d'un conte de fées, abrite les épousailles de Joséphine Baker et de Joe Bouillon. Elle y épouse son 4e mari, le compositeur Joe Bouillon, et c'est ensemble qu'ils achètent le domaine en 1947. Joséphine nourrit de grands projets pour sa nouvelle propriété. Militante passionnée, elle veut faire des Milandes le siège de sa lutte contre le racisme et l'intolérance. La première pierre de son monde idéal. Elle décide de créer ce qu'elle appelle un village du monde, capitale de la fraternité universelle. Alors ça consiste à quoi? Ça consiste déjà à acheter toutes les maisons du village. Elle achète quasiment 300 hectares de terre. Elle crée un parc d'attractions, mais totalement inconnu pour l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens ne savent pas qu'on pouvait créer un tel parc, à part aux États-Unis. Mais ce parc d'attractions, qui est au pied du château, au bord de la Dordogne, présente une énorme piscine en forme de J, qui est la plus grosse piscine en plein air de la région Aquitaine. Et puis elle se dit, bon, les gens viennent me voir sans que je ne fasse rien. Donc je vais quand même essayer de leur proposer une activité. Soit je vais chanter, soit ils vont déjeuner sur place, soit ils vont dormir sur place. Et là, énorme succès. C'est également aux Milandes que Joséphine Baker et Joe Bouillon construisent une famille à leur image. Le couple adopte 12 enfants, tous d'origines différentes. Cette fratrie, pas comme les autres, est l'incarnation vivante des convictions de Joséphine, qui les surnomme « ma tribu arc-en-ciel ». Elle va leur donner tout l'amour qu'une maman peut donner à son enfant. C'est-à-dire que pour elle, c'était ses enfants. Et quand on nous demande, bon, elle a fait une école de la fraternité, bon, elle a adopté des enfants comme ça. Je dis non, c'est ses enfants. C'est-à-dire que c'est pas son sang, c'est vrai, mais elle a mis tellement d'amour pour ses enfants. C'est une vraie famille. Elle veut prouver que des enfants donc de nationalités et de religions différentes peuvent vivre ensemble dans la joie et dans la paix. Si le domaine des Milandes voit affluer de nombreux visiteurs, le château est réservé à la famille. Joséphine entreprend de moderniser l'édifice, améliore son confort et le redécore à son goût. Dans la cuisine, où la famille prend ses repas, elle fait poser un étonnant carrelage représentant des animaux, des fruits et des légumes. Une création colorée et pédagogique qui permet à ses enfants d'enrichir leur vocabulaire. À l'étage, la chanteuse fait construire une splendide salle de bain art déco aux couleurs de son parfum, Arpège de Jeanne Lanvin. La pièce est une véritable œuvre d'art, avec ses carreaux en pâte de verre de Murano et ses incrustations de feuilles d'or sur les murs et au plafond. Entre les travaux de modernisation et la gestion de l'importante entreprise qu'est devenue les Milandes, Joséphine dépense beaucoup d'argent. Trop généreuse et sans doute un brin naïve, elle finit par se mettre dans une situation délicate. Elle n'est pas une grande gestionnaire et en même temps, c'est normal. On ne peut pas être une star internationale et avoir 120 employés. Ça, c'est pas possible. Aux Milandes, elle s'est ruinée. Elle s'est ruinée parce qu'en payant les factures d'entretien du château, de tout ce qu'elle a pu faire installer, alors le confort moderne, l'eau courante, le chauffage central, l'électricité,
Certains artisans, beaucoup d'artisans, beaucoup de personnes ont un petit peu abusé de sa générosité, lui ont fait payer des factures 2 fois, 3 fois. Dans les années 60, la situation ne cesse de se dégrader. La chanteuse et son époux se séparent. Un déchirement pour Joséphine, qui n'a pourtant guère de répit. Accablée de dettes, elle n'a plus les moyens de garder son château, mis aux enchères en 1964. Que comptez-vous faire? Je ne sais pas. Je compte sur mes amis, je compte sur ceux qui croient que j'avais raison de créer un village pareil de la fraternité. J'ai refusé toujours les dons, mais aujourd'hui, je n'ai pas le droit de le faire. Joséphine reçoit le soutien de nombreuses personnalités. Le général de Gaulle et surtout Brigitte Bardot qui lance aux Français un appel aux dons. Je viens vous parler de ce qui arrive en ce moment à Joséphine Baker. Je trouve personnellement que c'est bouleversant et que nous devons tous faire quelque chose pour elle. Grâce à cette mobilisation, Joséphine et ses enfants peuvent garder le domaine pour un temps seulement. 4 ans plus tard, une seconde vente aux enchères a lieu et le château tombe entre les mains d'un acheteur peu scrupuleux. Par ses manigances, il l'acquiert pour 1/5 de sa valeur et refuse de respecter le sursis accordé à Joséphine. Le nouveau propriétaire qui a acheté aux enchères arrive ici avec plusieurs personnes. Il récupère quelques meubles qui restaient, alors qu'il n'avait pas le droit. Et il investit le château, donc, avant la fin de la trêve hivernale. Et là, Joséphine est appelée, on lui dit « Madame, venez vite » parce que les voisins l'appellent en lui disant « Venez, on ne comprend pas ». Et donc, elle arrive de Paris, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se barricade dans la cuisine, à ce moment-là. Elle est abandonnée un peu par tout le monde, mais elle se réfugie dans sa cuisine. Et au bout de 4 jours, eh bien, les hommes de main du nouveau propriétaire la jettent dehors. Et ça a été un épisode vraiment très douloureux pour elle, puisqu'on la voit sur les marches de sa cuisine, abandonnée comme une mendiante. Donc là, il y a un jeune photographe qui la prend en photo, et ça va le faire quasiment le tour du monde. Ça va être très dur parce que Joséphine, c'est une femme tellement gaie, tellement rieuse, et on ne l'a jamais vue dans cet état. Donc stupéfaction partout, sauf qu'elle a perdu son château, elle a tout perdu. C'est la fin du rêve pour Joséphine. Elle saura évidemment rebondir, comme à son habitude, et remontera même sur scène à Paris. Ces nouveaux succès ne pourront toutefois jamais guérir la blessure causée par la perte de son petit paradis. Joséphine Baker meurt en 1975 à l'âge de 68 ans, loin du château d'Émilandes qu'elle n'aura jamais vraiment quitté. Aujourd'hui, le domaine d'Émilandes n'a rien perdu de son charme. Le château attire chaque année davantage de visiteurs grâce aux diverses animations qu'il propose. La vie de Joséphine Baker s'y dévoile au fil des pièces, avec une scénographie conçue comme un hommage. On y trouve de nombreux objets ayant appartenu à l'artiste, notamment la mythique ceinture de banane portée par Joséphine aux Folies Bergères. Petit à petit aussi, je rencontre beaucoup de gens qui ont connu Joséphine. C'est grâce à ces gens-là que depuis 20 ans, je peux parler d'elle. C'est plus qu'une simple danseuse, une simple chanteuse. C'est vraiment une femme qui s'est donnée corps et âme pour la France, pour ses enfants, ça c'est sûr, pour tous ces combats qu'elle a menés. On la sent très profondément dans le château et je pense qu'il fallait être accepté par Joséphine pour être dans ce château. Alors on y a vécu avec mon mari pendant 1 année et puis petit à petit j'ai bien senti que c'était quand même le château de Joséphine Baker et donc j'y suis tous les jours, je gère avec passion ce château
Mais je laisse la nuit, je laisse Joséphine récupérer un petit peu son château. Comarque, Castelnau, Montaigne ou les Milandes, ces châteaux incarnent, chacun à leur manière, un pan de l'histoire du Périgord. Ils ont survécu à des sièges, été le lieu de grandes réflexions humanistes, de moments de joie et de drame. Inébranlables, ces gardiens du territoire veilleront sans doute encore longtemps sur les rives de la Dordogne.